qui veut dire que quelque part, le terme montre bien qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas. Le deuxième point, c'est que la guerre asymétrique, c'est plus vieux que la guerre réglée. Ça a toujours eu lieu, la guerre asymétrique. Et il y a au moins un point où elle ne l'est pas, c'est l'argent. Je vous garantis que ce que vous appelez les talibans sont parfaitement symétriques en termes d'argent. Et je rappellerai la phrase du père d'Alexandre le Grand, « Là où 100 000 hommes ne passent pas, un âne chargé d'or passe ». Alors à partir de là, si vous voulez, je me suis permis, ça n'engage que moi, hein, toujours, hein, moi je ne prétends pas détenir une quelconque vérité, donc ça n'est qu'un témoignage à la limite. Je ferai un certain nombre d'observations. En termes de perspective, moi j'observe que les deux adversaires ne se rejoignent pas, ne se ressemblent pas. Ce qui est assez contraire à ce qui se passe dans toutes les guerres. Même les ennemis asymétriques ont tendance à se symétriser, il n'y a qu'à penser à ce qui s'est passé en Indochine au Vietnam. Alors je ne l'interpréterai pas, mais c'est ce type d'indice qui me paraît important, à la différence de bien d'autres. Ensuite, je ferai la remarque qu'un tel bilan, tel que celui que j'ai fait, au vu des efforts déployés qui sont colossaux, au vu des ressources engagées qui, elles également, ont été colossales, doit automatiquement nous amener à nous interroger, au-delà des explications classiques et conjoncturelles, qui ne portent que sur les effets visibles d'un phénomène plus profond. Et peut-être cet exercice n'a-t-il pas été mené correctement, aussi bien par les soviétiques que par les Américains, malgré, il faut le reconnaître, des efforts quand même assez importants pour essayer de le faire. Selon moi, le phénomène qui pourrait le mieux expliquer cette situation de blocage, ces deux conflits qui durent 10 ans quand même, c'est assez impressionnant. Pour moi, le problème essentiel porte sur la pratique commune de la réflexion stratégique comme prélude à la décision. Et je pense là, alors je sais que c'est un peu spécialisé, mais j'y peux rien, parce que avant la guerre, ça se prépare comme ça, et ça se fait comme ça, au processus et aux procédures utilisées en matière de réflexion stratégique, ou dite stratégique. Et en fait, à cet égard, il faut se souvenir qu'un certain nombre de signaux ont été donnés depuis un certain temps. Vous me permettrez de lire textuellement ce que disait le général Lucien Poirier au moment de la guerre des Balkans. Le général Lucien Poirier est en général considéré comme l'un des derniers grands penseurs stratégiques français, et même étrangers, parce que... Je cite: « Les modèles que l'on avait pu bâtir depuis la Seconde Guerre mondiale et qui permettaient de traiter quasiment tous les cas de figure qui pouvaient se présenter se révèlent aujourd'hui, en raison de la chute du bloc communiste, sans objet. Les opérations de l'entendement et du jugement politico-stratégique Oui.
D'accord. Ou je répète là? Non. L'outillage intellectuel, les concepts, les critères de la pratique, qui permettaient hier de déchiffrer et de dire le sens de notre action, d'appliquer la grammaire et la logique spécifique de la stratégique à des stratégies concrètes ne sont plus pertinents. La nécessité de bâtir de nouveaux modèles adaptés à la situation actuelle se fait d'autant plus sentir que les situations, c'est devenu un lieu commun de proclamer, deviennent de plus en plus complexes. En clair, ce qu'il explique, c'est que selon lui, l'outillage intellectuel généralement utilisé en matière de réflexion stratégique, il le considère comme obsolète au nom de la complexité. Alors, on peut ne pas être d'accord, pas ce qu'il disait. Et alors, il n'est pas le seul à évoquer cet aspect, parce que la complexité du monde, qui est apparue après la chute de l'Union soviétique, n'a pas été ressenti uniquement dans le domaine de la stratégie, il a été ressenti assez unanimement, et notamment par les sociologues, dont Edgar Morin. Et à cet égard, vous me permettrez, je suis désolé de vous torturer, d'évoquer ce que disaient des gens comme Edgar Morin sur la complexité, parce que c'est important. C'est ce qu'on appelle le paradigme de complexité. Les problèmes difficilement structurables sont par essence ceux que l'on peut qualifier de complexes. Qu'il nous faut distinguer des problèmes compliqués, notion que l'on a tendance à confondre. Ce qui caractérise les problèmes compliqués, c'est qu'ils peuvent faire l'objet d'une modélisation complète pour peu qu'on y mette le prix. Donc, est compliqué tout ce qui est connu et descriptible en totalité. En revanche, et vous allez rire, on définit la complexité comme la mesure de notre ignorance. Bon, donc je ne vais pas continuer, mais vous voyez bien que dans la compréhension du monde, dans la compréhension de ce qui se passe, et typiquement du conflit afghan, mais de bien d'autres en réalité, si on ne tient pas compte de cette problématique du complexe, on passe à côté. Et on risque de bâtir des stratégies, donc de conduire des actions, qui fatalement seraient vouées à l'échec. Voilà. Alors je voudrais quand même insister un tout petit peu sur cet aspect de complexité, parce que je vais en jouer ultérieurement pour parler des outils. Les deux maîtres mots des systèmes complexes sont la variété et la variabilité. La variété traduit l'hétérogénéité et le nombre toujours croissant de variables à prendre en compte pour étudier les systèmes complexes. Je répète. Je suis désolé, il me faut un texte. Alors là, je ne peux pas... Oui, mais comment je vais faire? Vous le lisez, vous leur donnez, vous lisez que la phrase là. D'accord, mais je vais le lire en toi. Hein. Voilà. C'est ça, là? C'est tout, là. Les deux maîtres mots jusque-là. D'accord. Я читаю то, что он сказал. Два основных принципа комплексных систем заключаются в их изменчивости и инвариантности. Изменчивость проявляется в разнородности и числе, которое постоянно растет, тех переменных, которые надо учитывать для того, чтобы понять сложную ситуацию. Что же касается вариантности, она рождается из многочисленных форм и ценностей, которые могут принимать эти переменные, а также из эволютивного характера многочисленных взаимодействий,
и тех реакций, которые возникают здесь буквально как цепные реакции. Je vais traduire ce qu'il a dit pour ceux qui n'ont pas compris, mais pas en prenant depuis le début. Donc la variabilité, elle naît des multiples formes et valeurs que peuvent prendre ces variables, ainsi que du caractère évolutif des multiples interactions et par transitivité des réactions en chaîne et rétroactions. Bon, c'est très intellectuel, mais pour fabriquer des outils intellectuels, il faut en passer par là. Alors pourquoi je parle de ça? Eh bien c'est parce que quand on examine les outils de la réflexion collective, de la réflexion stratégique qui sont utilisés, je pense aussi bien du côté russe que du côté occidental, on s'aperçoit que ces méthodes relèvent du compliqué. C'est-à-dire qu'elles partent du principe qu'elles sont capables de décrire en totalité le système qu'elles ont à traiter, ce qui manifestement n'est pas le cas. Si on envisage le spectre de ces méthodes, il y en a beaucoup. La première, c'est la méthode de planification classique que tout le monde connaît, ou en tout cas ceux qui ont un peu connu l'armée. Bon, ça, c'est typiquement une méthode du compliqué, au sens où elle décrit génériquement tous les conflits. Une prétention à décrire génériquement tous les conflits. En plus, sa méthode de réalisation est très bureaucratique, puisque c'est décentralisé et concaténé. Alors, je ne voudrais pas être méchant, mais quelqu'un qui fait un papier, en général, il se débrouille pour faire en sorte de ne pas engager sa responsabilité. Vous voyez ce que ça veut dire? Et finalement, vous avez des pavés comme ça, qui viennent de Moscou et de Washington, et que les officiers de terrain sont obligés d'appliquer. C'est caricatural, mais c'est pas loin de la vérité. De l'autre côté du spectre, on peut noter, surtout chez les Américains, la tentation de vouloir tout régler par la technique, la technologie. Donc dès qu'il y a un problème, on saisit les ingénieurs et on fait des algorithmes. L'expérience montre que ça fait des usines à gaz et ça résout rien. Et en plus, c'est déterministe. Je crois qu'on a même essayé de faire un algorithme sur le sentiment religieux en Afghanistan. J'en suis pas sûr. Un algorithme religieux. Donc, si vous voulez, même si ce que je vous dis est rébarbatif, quand on cherche des explications sur la façon dont ces conflits évoluent, et comme ça a été signalé précédemment, la similitude entre ces deux conflits, la répétitivité va dans le sens de cette explication. Alors, je vais essayer d'être très rapide pour la fin de mon propos et de vous proposer, ou de vous parler plus exactement, de certaines voies possibles pour tenter je dirais, de prendre en compte, de pouvoir prendre en compte cette complexité. Pour ça, si vous le permettez, je suis obligé de faire un petit détour par l'histoire. Et avant de faire ce détour, je donnerai, pour que tout le monde soit bien calé, je donnerai une définition de la stratégie. Je prendrai celle du général Beaufre. C'est important parce que c'est à partir de là que tous les travaux de réflexion stratégique sont élaborés. Ce qui se passe sur le terrain est la bonne ou la mauvaise application de ce qui est dit, de ce qui est déterminé dans la réflexion stratégique. La stratégie est l'art de la dialectique des volontés, employant la force pour résoudre leurs conflits. Alors là, je vais vous apprendre un secret.
La première arme de guerre, c'est le cerveau. Même si ça se dit assez peu, ça commence comme ça. Vous faites travailler sa tête. C'est pas le canon, c'est pas l'avion, c'est pas la bombe, c'est le cerveau. Alors on considère historiquement, enfin les historiens, pas moi, considèrent historiquement que grosso modo jusqu'à Napoléon, et encore c'est une exception, un seul individu qui commandait était capable de maîtriser l'essentiel des paramètres nécessaires à la conduite des conflits. À partir de Napoléon, il considère que l'affaire est devenue trop compliquée. Et c'est à partir de là que, très lentement, on assiste à la création de ce qu'on appelle l'état-major. Donc c'est presque caricaturalement un cerveau déporté du chef pour réfléchir à sa place. Ce sont les Allemands, d'ailleurs, qui créent le premier état-major, suivi par les autres. Tardivement, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que, en clair, maintenant, la réflexion stratégique ne repose plus sur un individu, elle repose sur un groupe d'individus. Donc on est confronté à un problème de structuration de la réflexion collective en matière de stratégie. L'avantage de l'état-major est évident. L'inconvénient des états-majors, c'est que, par la force des choses, les pesanteurs sociologiques font qu'on y met des gens du même moule. Donc ce qu'on a gagné d'à côté, on finit dans le temps par le perdre. Et comme disait Montaigne, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ce qui fait que l'homme, c'est à la fois le meilleur capteur et le plus mauvais capteur en matière de réflexion stratégique. C'est le biais humain. Alors là, je suis en train de vous parler en mots bleus de ce qu'on pourrait appeler l'incompétence militaire. Parce qu'il ne faut pas croire que les décisions qui sont appliquées sur le terrain ou qui sont imposées au terrain soient toujours justes. Et ceci dit, sans jeter la pierre à quiconque. Ils sont toujours justes. Oui, ils sont toujours justes. Cinq minutes. Bon. J'ai plus que 5 minutes, donc je vais sabrer. Bon, alors, il y a une autre chose aussi qui est importante, je crois, pour vous qui essayez de réfléchir sur la guerre. Moi, je vous donne mon point de vue. Il y a un mythe du stratège. La stratégie, ça ne s'apprend pas. Enfin, ça s'apprend pas. On a des dispositions où on n'en a pas. Mieux, l'histoire montre qu'on l'est par intermittence. Le véritable rôle du chef, il est double. Un, la capacité de décider. Deux, la capacité de commander. Alors, la vraie définition du commandement, on peut me la contester, c'est pour moi la gestion des talents. Qui fait que la constitution, la composition et le travail d'état-major d'un chef, quelque chose qui devrait être fondamental pour lui. Parce que c'est son état-major qui va préparer sa décision. Et cette décision, elle peut être bonne ou mauvaise ou catastrophique. Donc c'est important. Le deuxième point qui est important, c'est de comprendre la notion de processus décisionnel. Il y a une espèce de triptyque. Avec un outil qui amène l'information nécessaire à la réflexion stratégique. Un outil de réflexion stratégique et un outil de décision. Alors je sais que c'est rébarbatif, mais ça vous retrouvez ces mécanismes-là dans l'action de terrain. Alors, à ce propos, il faut rappeler que le premier aspect que j'ai évoqué,
celui de l'information. Ça reflète le rôle essentiel de la fonction renseignement, un aspect essentiel de la stratégie, avoir la bonne information pour prendre les bonnes décisions, ce qui d'ailleurs est démontré par la vieille expression allemande, Ehrendienst, qui ne veut pas dire métier de seigneur, mais métier au profit du seigneur. Bon, ceci dit, je vais aller vite puisque le temps est compté. Alors, je vais essayer d'être bref et vous allez voir, vous avez mal au crâne. Il y a des pistes qui existent pour maîtriser cette complexité. Une des clés qui pourrait nous être fournie dans ce cadre-là, pour améliorer nos outils de réflexion stratégique, on peut la trouver dans ce qu'on appelle la prospective. Sachant que la prospective, ce n'est pas une science unifiée, chaque pays a sa prospective. Il ne faut pas confondre la prospective avec la prévision. La prévision n'est qu'une homothétie déformée du passé. Il y a 4 attitudes face à l'avenir. Il y a l'attitude passive, l'autruche, passive, réactive, réactive, c'est le footballeur qui se fatigue derrière le ballon. Réactive, c'est peut-être pas russe, réactif. Réactive, l'attitude réactive, c'est celui qui prévoit le prévisible, c'est l'assureur qui sait qu'il aura 100 accidents par an. Et il y a l'attitude proactive. Voilà. Bon, l'attitude proactive, c'est celle du conspirateur. C'est celui qui dit « je vais construire le futur ». C'est typiquement ce que Madame évoquait quand elle parlait des intentions cachées des Américains. Ils ont déjà un temps d'avance sur la manœuvre, ils savent ce qu'ils vont faire, ils sont en train de préparer ça et les autres sont derrière, en train de regarder ce qui va se passer. Donc, dans cette hypothèse-là, les Américains ont un temps d'avance. Et s'ils sont malins, ils vont se débrouiller pour donner des signaux qui vont tromper les analyses. Et ils sont malins. Cher monsieur, si vous aurez avoir chance quand les questions arrivent. Merci. Je vous remercie de votre attention et je suis désolé de vous avoir asséné. Merci. Les deux pays qui ont essayé de conquérir Afghanistan, l'Union soviétique et les États-Unis, ont manqué tout ça et c'est pourquoi on a subi un échec. Chers messieurs, Georges-Henri Brisset-Desvallons, chercheur à l'Institut Choiseul, France, s'il vous plaît. Bon, je vais essayer de faire pièce à la dialectique du compliqué et du complexe qui a été mise en perspective par Vladimir. Mon intervention va porter sur mon domaine d'expertise, c'est-à-dire les sociétés militaires privées et les acteurs privés de la guerre. Puisqu'en général, le grand public a une vision complètement binaire du conflit avec d'un côté la coalition occidentale, de l'autre côté les insurrections, chefs de guerre et talibans, et sur la ligne de camp, à cheval, le gouvernement Karzai. Mais en réalité, les acteurs privés de la guerre, c'est-à-dire les entreprises civiles et les sociétés militaires privées, jouent un rôle extrêmement important sur le théâtre, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Le 7 août 2010, lors d'un discours à l'Institut de service civil à Kaboul, le président Karzai a annoncé de façon totalement fulgurante l'interdiction unilatérale des sociétés de sécurité privées qui opéraient sur le théâtre afghan. Alors cette décision a été
véritable coup de tonnerre pour les Américains, qui n'ont absolument pas compris d'où ça venait. Alors ça a été attribué d'abord à l'opiomanie de Karzai, mais en réalité c'était un coup à deux bandes. D'une part, renverser le rapport de force avec les Américains, puisque Karzai savait parfaitement que l'ensemble de la machine d'occupation, et notamment la logistique américaine, repose sur les sociétés de sécurité privée et les entreprises civiles. Et d'autre part, pour évincer ses concurrents politiques du marché de la sécurité privée. Ça a été un événement tout à fait important qui a été complètement relégué à la marge de l'analyse stratégique mainstream, mais qui est pourtant extrêmement signifiant. Alors pour comprendre la portée de cette manœuvre, il faut expliquer comment le marché de la sécurité privée a été organisé et structuré depuis 2001 et comment il fonctionne vraiment. D'abord, le commandement américain en Afghanistan a mis en place un modèle d'approvisionnement logistique qui est complètement inédit dans l'histoire des opérations extérieures, puisque les 3/4 des besoins de l'approvisionnement logistique des 200 FOB et postes de combat avancés sont à la charge d'entreprises privées. Ces entreprises privées, cet approvisionnement logistique est couvert sous parapluie d'un immense contrat qui s'appelle Host Nation Trucking, qui a été signé en mars 2009. Et ce contrat d'approvisionnement logistique des bases américaines, des forces américaines, c'est-à-dire les munitions, la nourriture, jusqu'à l'approvisionnement des véhicules blindés et des armes, équivaut à un montant global de 2,16 milliards de dollars, ce qui est extrêmement important. Ça représente 16% du PNB afghan. Alors la signature de ce contrat en 2009 visait en réalité à centraliser l'ensemble des contrats de sous-traitance logistique, justement pour avoir une vision plus claire. Mais on va voir que ça a été l'effet inverse qui a été obtenu. Puisque le Host Nation Trucking présente un cas de contrat matrioshka, c'est-à-dire poupée russe, c'est le cas de le dire, de contrat de sous-traitance enchâssé, de sous-traitance en abîme paroxystique. Pour être très concret, techniquement, le contrat est attribué à 8 prime contractors. Ces prime contractors sont les entreprises qui détiennent le contrat. Mais à partir de là, il y a un jeu de sous-traitance qui se met en place. Les 8 firmes qui détiennent le contrat, qui sont des multinationales du Golfe, des multinationales américaines ou des joint ventures anglo-afghanes, sous-traitent à leur tour à des sociétés de transport locales. Dans la droite ligne d'un des postulats de la contre-insurrection, qui est de réorganiser la société conquise sur une base économique, commerciale, pour offrir de l'emploi à la population civile et la gagner à la contre-insurrection. Il faut comprendre aussi qu'en Afghanistan, le transport, le BTP et la sécurité privée sont les 3 principaux secteurs d'activité à bénéficier d'une dynamique économique. Donc, les principales sociétés qui détiennent le contrat sous-traitent à des sociétés de transport qui sous-traitent elles-mêmes à des sociétés de sécurité privée. Puisqu'une clause spécifique du contrat impose aux entreprises qui détiennent le contrat d'assurer par elles-mêmes la sécurité privée, la sécurité des convois. Alors, je vais me permettre une digression sur la sociologie du marché de la sécurité privée en Afghanistan, puisque contrairement à l'Irak, où la priorité a été donnée à un recrutement étranger, c'est-à-dire des ressortissants du pays du tiers-monde la plupart du temps, en Afghanistan, dans la droite ligne, dans le droit fil de la stratégie de jaunissement, c'est-à-dire de recrutement de la population autochtone, le contingent privé est composé à 90% d'Afghans. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les entreprises anglo-saxonnes n'écrasent pas le marché. En réalité, le marché se partage à 50% entre des acteurs anglo-saxons et des acteurs locaux. Les acteurs anglo-saxons travaillent sur des créneaux réservés à haute technicité, la protection des diplomates, le renseignement, etc. Puisque les employés de Blackwater travaillaient dans la base de Khost qui a fait l'objet d'un attentat en 2008. Donc voilà, enfin, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont au fait des activités de ces sociétés militaires privées. D'un autre côté, vous avez les sociétés de sécurité privées afghanes, qui sont toutes plus ou moins liées au gouvernement. Et évidemment, il y a des potentats. Donc, il y a des sociétés de sécurité privée qui sont avec l'Alliance du Nord,
d'autres qui dépendent de réseaux plus ou moins affiliés au gouvernement, mais en bisbille parfois. Alors je citerai Asia Security Group, qui a été mis en difficulté récemment, NCL Holdings, qui est détenu par le fils d'Amin Warda, qui est le ministre de la Défense afghan, Strategy Security Solutions, qui appartient à Haji Hassin, qui est le frère de Marshal Qasim Fahim, qui est le premier vice-président. Voilà, tout un ensemble. Sherzai, qui est dirigé par l'ancien gouverneur de Kandahar et qui est un des plus vieux alliés de Karzai. Et surtout, une entreprise dont je voulais vous parler spécifiquement, qui est Watan Risk Management, qui est la propriété des frères Popal, qui sont des cousins de Karzai, et dont un des principaux actionnaires est Qayyum Karzai, le frère aîné du président. Alors, contrairement à leur homologue anglo-saxonne, ces sociétés afghanes ont une marge de manœuvre qui est beaucoup plus étendue, puisque les anglo-saxons n'ont pas une marge de manœuvre énorme en Afghanistan. Leur activité est très réglementée. Il y a des procédures d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur afghan. Donc ces sociétés afghanes, elles, bénéficient d'un certain nombre de privilèges, notamment de mettre en œuvre de l'armement lourd, de la 12-7, du RPG, de la DHSK, etc. Alors ces firmes locales monopolisent la protection des convois, la protection des chantiers de reconstruction et des aéroports. Souvent d'ailleurs à travers des contrats de sous-traitance attribués par des sociétés militaires privées anglo-saxonnes sur la base de joint venture ou de contrats de sous-traitance. Alors, l'avantage principal du Host Nation Trucking, c'est effectivement de décharger l'armée américaine de tâches qui ne sont pas prioritaires ou considérées comme périphériques. Et ça permet évidemment aux forces américaines de se dévouer exclusivement aux missions de combat, puisque le Host Nation Trucking supporte 75% environ des besoins d'approvisionnement logistique du théâtre. Alors l'inconvénient principal, et c'est un euphémisme de le dire, c'est que cette sous-traitance, ce système de sous-traitance endémique, fait que l'armée américaine a en réalité un angle mort total sur ce qui se passe sur le terrain en termes d'approvisionnement de la chaîne. Et la visibilité des acteurs privés était jusqu'en 2009 quasi nulle. D'ailleurs, les officiers du train qui étaient en charge de la supervision des contrats ont avoué eux-mêmes devant une commission du Congrès qu'ils n'avaient jamais accompagné un seul des convois du Host Nation Trucking. Alors, je vais vous démontrer que cette organisation a un impact stratégique majeur sur le théâtre et surtout sur la stratégie contre-insurrectionnelle. Donc, je vous l'ai dit, tout un système de sous-traitance enchâssé. Les entreprises, les multinationales de logistique sous-traitent à des sociétés de transport, qui sous-traitent à des sociétés de sécurité privée qui sont enregistrées auprès du ministère de l'Intérieur. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ces sociétés de sécurité privée, à leur tour, sous-traitent à des seigneurs de guerre et à des milices, seigneurs de guerre qui sous-traitent eux-mêmes aux talibans. Alors vous avez des cas complètement extraordinaires, par exemple dans le Helmand, où des convois américains sont parfois protégés par des talibans. En fait, il faut comprendre qu'en Afghanistan, toute autoroute, toute portion de route est sous la coupe d'une milice en particulier. Milice dont les liens avec les insurrections divergent ou convergent souvent sur la base d'intérêts financiers plus qu'idéologiques. Bon, en réalité, la séparation entre les acteurs et les secteurs est absolument pas schématique, puisque souvent les compagnies de transport et les compagnies de sécurité sont en fait dirigées par des commandants de la police afghane ou de l'armée afghane. Je vais vous prendre un exemple très très concret, qui est celui de l'autoroute 1, qui relie Kaboul à Kandahar. Cette fameuse autoroute 1, qui est un des principaux axes routiers d'Afghanistan, et sous la coupe de la firme Watan Risk. Watan Risk, c'est peuple en arabe. Alors sur l'ensemble des firmes qui détiennent le Host Nation Trucking, toutes ont recours directement ou indirectement à cette firme de sécurité privée, Watan.
Pour vous donner un exemple, NCL, donc la firme du fils du ministre de la Défense afghan, paie 500 000 $ par mois à Watan pour assurer la protection de ses convois. En ce qui concerne la portion de l'autoroute 1 qui relie Kandahar à la province d'Helmand, Watan sous-traite la protection des convois américains à un certain commandant Ruhula, qui est un seigneur de guerre, qui a des liens d'ailleurs établis avec le gouvernement de la province et la présidence de la République islamique. Alors Ruhula incarne cette nouvelle génération de seigneurs de guerre qui ont fait fortune justement grâce à la manne américaine. Et cette manne a été une chance extraordinaire pour les insurrections afghanes. Alors Ruhula dirige une firme qui s'appelle Amneyat Commando, mais qui est aussi référencée comme Commando Security. Donc on est toujours dans des lignes extrêmement floues. Cette firme n'est pas enregistrée auprès du ministère de l'Intérieur. Alors cette compagnie a récemment fusionné avec Watan, justement